Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes. Et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Le tabac et l'alcool, en vente libre, sont les substances les plus consommées dans le monde. Les scientifiques, pourtant, les considèrent depuis longtemps comme de véritables drogues. Consommé aux Caraïbes et en Amérique centrale comme plante médicinale ou rituelle, le tabac est découvert au XVe et au XVIe siècle par les grands explorateurs. Le français Jean Nicot initie la culture du tabac en Europe et donne son nom scientifique à la plante. Fumé, prisé ou chiqué, le tabac devient très vite à la mode et se diffuse dans le monde entier. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes fument dans le monde. Les fumeurs sont 7 fois plus nombreux que les consommateurs de drogues illégales. Concentration, éveil et mémoire accrue. C'est pourtant tout ce que la conscience peut attendre de la cigarette. Un paradoxe que le neuropharmacologue Jean-Paul Tassin étudie au Collège de France. Le phénomène euphorisant déclenché par le tabac est beaucoup plus fin que le phénomène obtenu avec la morphine, qui est beaucoup plus puissant, ou avec les psychostimulants. Mais il n'empêche que, justement, il est fin, donc ça permet de le répéter, et ça permet de l'utiliser, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Donc on peut passer une journée agréable en fumant régulièrement et en continuant à avoir une activité sociale normale. Et on a pensé pendant très longtemps que le tabac, les phénomènes de dépendance étaient liés à un des produits actifs du tabac, c'est-à-dire la nicotine. En fait, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que tous les produits qui déclenchent la dépendance chez l'homme, comme l'amphétamine, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, est consommé par les animaux de façon importante. Et très vite, ils deviennent dépendants à ces produits. Lorsque vous donnez de la nicotine à des animaux, ça ne les intéresse pas beaucoup. Les animaux fument exclusivement pour la bonne cause. Mais les messages de santé publique ne peuvent presque rien contre la dépendance des hommes à la cigarette. Et la nicotine, le principal ingrédient du tabac, a longtemps été pour les scientifiques le coupable idéal. If you think this looks ridiculous, remember, smoking is just as unnatural for you as it is for them. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leurs gènes avec nous et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ces petites bêtes. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes et même les découper en morceaux. C'est le triste mais nécessaire quotidien des laboratoires qui comparent l'état de ces rats avec des rats contrôles ou normaux. Dans son laboratoire de Bordeaux, un haut lieu de l'étude des drogues, Martine Cador étudie le comportement des rats vis-à-vis de la nicotine. C'est vrai que la nicotine est une drogue d'abus paradoxale, puisqu'en fait, elle a des propriétés addictives extrêmement importantes, sans avoir pour autant des propriétés psychotropes très puissantes. C'est-à-dire qu'en fait, la nicotine ne provoque pas de changement d'état de conscience, contrairement à ce qu'on observe avec l'alcool, ou avec la cocaïne, ou avec l'héroïne. Donc ici, le rat est placé dans une cage d'auto-administration avec à sa disposition 2 trous. Un trou qui va être renforcé, c'est-à-dire à chaque fois où l'animal va mettre son nez dans ce trou, l'ordinateur va activer une pompe qui va pousser une seringue et qui va donc délivrer dans la circulation veineuse de l'animal une quantité donnée de nicotine. Le trou dit non renforcé ne produit aucun effet. En quelques jours, le rat comprend comment s'injecter de la nicotine. Une forme de conditionnement qu'on appelle l'auto-administration. En dessous d'une certaine dose, l'animal ne perçoit pas la nicotine, donc ne s'auto-administre pas la drogue. Et au-delà de cette dose, la dose devient aversive. Donc en fait, on est obligé de travailler avec une fourchette extrêmement réduite. Et contrairement à la cocaïne, l'animal consomme assez peu.
Pour agir, la nicotine, comme toutes les drogues, pirate le système de communication du cerveau. Car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Si la nicotine favorise la mémoire et la concentration, c'est parce qu'elle pirate le réseau qui est responsable de ses fonctions dans le cerveau. C'est le réseau de l'acétylcholine, ACH. Ces récepteurs s'appellent d'ailleurs les récepteurs nicotiniques. Mais la nicotine est beaucoup plus forte que l'acétylcholine. Elle déclenche la libération d'un autre neurotransmetteur, la dopamine. Une molécule qui est à l'origine de la sensation de plaisir que procurent toutes les drogues. Depuis quelques années pourtant, on sait que la nicotine n'est pas la seule coupable. On la soupçonne d'avoir des complices. Une des hypothèses que nous testons ici au laboratoire, c'est effectivement de savoir si dans le tabac, en fait, il n'y aurait pas d'autres substances qui favoriseraient justement la propriété addictive de la nicotine.